La répression dont vous faites l'objet est la même qui a été appliquée contre ceux qui se sont révoltés au moment des Gilets jaunes, contre ceux qui se sont révoltés au moment des convois de liberté, que j'ai là aussi eu l'honneur de défendre face à ces infatués. Et il faut que l'on... Et moi, je suis aussi venu ici apprendre de cette lutte qui est en train de mener le peuple martiniquais, pour s'émanciper des raies qu'on lui a imposées depuis des décennies et qui le fait vivre dans un état d'asservissement inacceptable. Et surtout un rapport qui était un peu celui du maître à la plantation, et qui ont fait preuve d'un autoritarisme qui a été très mal vécu et qui a amené en fait à une dégénérescence des rapports sociaux et de rapport à l'autorité qui nous amène à la crise actuelle. On pourrait parler de la Martinique, mais Jessica qui nous appelait, la sœur de Noël Daufour, qui était un des grands frères de cette affaire pitoyable qui va déboucher sur rien du tout, mais qui a amené à priver de leur liberté un certain nombre de militants en Guadeloupe, à les faire déporter à 8000 km de chez eux, et même pas à Paris, c'est-à-dire dans des centres pénitentiaires parfois éloignés de 4 à 5 heures de route de Paris, de façon à rendre impossible le maintien d'un quelconque lien familial alors qu'ils n'étaient condamnés de rien, ils étaient présumés innocents, ils étaient en détention provisoire, et je devais aller assister Noël Daufour à Moulins, en plein milieu de nulle part, quelque part, même si c'est une ville qui a une histoire, je ne voudrais pas blesser les personnes qui y vivent, mais je veux dire, très très loin de tout, pour essayer de le sortir d'une situation injuste, détention provisoire qui s'est prolongée en ce qui le concerne plus de 2 ans, pour la simple raison qu'il leur faisait peur. Qu'il leur faisait peur parce qu'il était lettré, parce qu'il était intellectuel, parce qu'il avait une assise sociale majeure, et parce qu'il avait participé en tant que militant à un mouvement social qui avait fait trembler l'Hexagone, et qui surtout avait fait trembler des aspirants au pouvoir. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, le ministre des Outre-mer, c'était Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, qui est un des piliers d'Emmanuel Macron, qui est souvent présumé Premier ministre et qui échoue à chaque fois, et qui à l'époque déjà souhaitait être Premier ministre. Il avait vu cette révolte relative aux politiques sanitaires venir percuter de front ses ambitions, et dans une frustration qui avait beaucoup trait à ses intérêts individuels et très peu à l'intérêt général, avait inauguré une stratégie, et ça me permet de répondre à votre question, de judiciarisation des luttes sociales, qui consistait à utiliser et instrumentaliser l'appareil judiciaire pour éteindre et écraser et humilier une population qui s'était révoltée de façon collective et à bon droit, en faisant l'exemple, en utilisant un certain nombre de personnes qui étaient iconiques pour les envoyer et les écraser, donc, comme je le disais, dans l'Hexagone, dans le seul but d'envoyer un message, comme on envoyait auparavant au bagne les personnes dont on voulait se débarrasser. Et il l'a fait avec l'aide de son alors directeur de cabinet, Philippe Gustin, qui avait été préfet en Guadeloupe, qui faisait partie de ces maîtres blancs que Macron avait envoyés dans les Outre-mer pour faire autorité, et qui avait appliqué la même politique qui a amené aux mêmes procédures en Guyane, qui amène aujourd'hui aux mêmes procédures en Martinique, de sorte que Clarisse Taron, en fait, quelque part, et c'est même pas qu'elle est insignifiante, je veux dire, c'est-à-dire, c'est un exemple assez intéressant parce que c'était une magistrate de gauche avant de venir en Martinique. C'était une magistrate engagée au syndicat de la magistrature. Et donc, c'est-à-dire que les personnalités ne comptent plus pour rien dès le moment que l'on décide de faire appliquer une politique dont on voit aussi les conséquences en Kanaki, dont on voit les conséquences en fait sur l'ensemble des territoires, et dont on a vu évidemment la réception qu'elle a eue à Mayotte après la catastrophe que l'on sait, l'attitude comme ça arrogante, écrasante d'un homme qui vient faire la leçon à des êtres qui viennent de perdre leurs proches, qui sont dans une souffrance extraordinaire. Elle est symptomatique. Elle montre qu'il y a un rapport en fait de domination et d'inégalité qui est ancré dans leur pensée, et qui est non seulement dégoûtant mais trahissant à l'égard des engagements que cette République est censée avoir pris à l'égard de l'ensemble de ces populations, quelle que soit leur couleur et leur origine, et quels que soient les territoires où elles vivent. Et ils amènent à interroger la naturalité de l'appartenance de ces territoires à la République française, et la nécessité de prendre leur envol et de reprendre entre leurs mains leur destin. Et ça, c'est